25 août 1944. Paris est libre. Les cloches des églises sonnent à travers la ville lumière, tandis que les Français envahissent les rues, accueillant les libérateurs américains. C'est le moment que le monde attendait. La victoire symbolique qui prouve que les Alliés sont en train de gagner. Mais à 96 km à l'est, le général George Patton ne célèbre pas. Sa troisième armée vient de parcourir 640 km en un mois, brisant la résistance allemande à travers la France. Ses chars roulent vers la frontière allemande. Ses divisions détruisent les formations ennemies plus vite que les services de renseignement ne peuvent les compter, et Patton aperçoit le fleur Ryan à portée de main. Soudain, le message arrive du général Omar Bradley. Halte aux opérations. Économisez le carburant, consolidez vos positions. Patton le lit et prend une décision qui définira son héritage. Il ne s'arrêtera pas. Sa réponse à Bradley est immédiate et pleine de défis. Ce que Bradley dit ensuite allait déterminer si la guerre prenait fin en 1944 ou s'éternisait durant un hiver rigoureux. Voici l'histoire de la plus grande crise logistique de la Seconde Guerre mondiale et de l'affrontement entre deux généraux sur la manière de la gagner. La percée de la Troisième Armée de Normandie début août 1944 était sans précédent pour les théoriciens militaires, tandis que le maréchal britannique Bernard Montgomery progressait méthodiquement contre la résistance allemande acharnée à Cannes et que la première armée du lieutenant-général Courtney Hague combattait. À travers les édreaux normands, la troisième armée de Patton déferla à travers la brèche des Avenches, comme l'eau à travers un barrage rompu. Ces 8 divisions attaquèrent simultanément, dans 4 directions, à l'ouest en Bretagne, au sud vers le Lyre, à l'est vers le Seine, et au nord pour encercler les forces allemandes. La rapidité de l'avancée a bouleversé les idées reçues sur les capacités des formations blindées. Le 14 août, seulement 2 semaines après son entrée en service, la troisième armée avait progressé de 240 km et capturé plus de 25 000 prisonniers. Les forces de Patton ne se contentaient pas d'avancer rapidement. Elles détruisaient les unités allemandes plus vite que les commandants ennemis ne pouvaient réorganiser leur défense. Les divisions Wehrmacht, qui avaient résisté avec acharnement aux attaques méthodiques de Montgomery, se désintégraient tout simplement sous les assauts de Patton. Ce qui rendait cela possible, c'était la philosophie d'exploitation de Patton. Il comprenait que dans la guerre de mouvement, l'élan lui-même devient une arme. Chaque heure de retard permet à l'ennemi d'établir de nouvelles positions défensives, de faire venir des réserves et de réorganiser ses unités dispersées. Patton refusait de permettre cette consolidation. Lorsque ces éléments avancés rencontraient une résistance, il ne s'arrêtait pas pour faire venir ses forces principales. Il contourna le point fort, le laissant à l'infanterie de renfort le soin de le réduire, et poursuivit la progression de ses blindés verts. L'objectif suivant. Les commandants allemands se retrouvèrent à combattre les forces américaines à l'arrière avant même d'avoir fini d'établir des positions défensives à l'avant. Cette technique exigeait des commandants agressifs, compétents et subordonnés, qui comprenaient l'intention de Patton et l'exécutaient sans attendre d'ordre détaillé. Le major général Wade Eslip, commandant le 15e corps, et le major général Walton Walker, commandant le 20e corps, se révélèrent parfaits pour ce rôle. Ils poussèrent leur division, sans relâche, acceptant des risques calculés, que des commandants plus prudents auraient évité. Lorsque les forces de Eslip atteignirent le Seine à Monte le 19 août, elles avaient parcouru près de 300 km en moins de 3 semaines. Mais la rapidité engendra des problèmes qui allaient finalement freiner même l'élan de Patton. Chaque kilomètre d'avancée allongeait et réduisait les lignes de ravitaillement. La troisième armée consommait d'énormes quantités de carburant et de munitions. Une division blindée nécessitait 73 000 gallons de carburant pour parcourir seulement 100 m. Patton avait plusieurs divisions blindées qui progressaient simultanément dans différentes directions. La logistique était épouvantable et l'infrastructure nécessaire, les soutiens étaient tout simplement inexistants. Tout devait encore transiter par les plages et les ports de Normandie. Le grand port de Cherbourg avait été pris fin juin, mais les démolitions allemandes avaient détruit ces installations. Les ingénieurs travaillaient jour et nuit pour établir sa capacité, mais les travaux prendraient des mois. En attendant, les approvisionnements arrivaient par les plages artificielles, ports de pêche, ou étaient chargés à la main, directement sur les péniches de débarquement à marée basse. Depuis les plages, tout était transporté par camions sur des routes qui n'avaient jamais été
conçu pour un tel trafic. La solution était le Red Ball Express, un service de transport routier dédié, acheminant les approvisionnements vers les armées en progression. À son apogée, le Red Ball employait 6000 camions, conduits en grande partie par des soldats afro-américains, circulant jour et nuit sur des itinéraires à sens unique s'étendant sur des centaines de kilomètres. Ils transportaient quotidiennement 12 000 tonnes de ravitaillement, un chiffre impressionnant, qui ne suffisait pourtant pas à suivre le rythme de la consommation de Patton. Plus ses forces avançaient vers l'est, plus la ligne de ravitaillement s'allongeait et plus le simple transport des approvisionnements consommait de carburant. À la mi-août, les officiers d'état-major de Patton avertissaient que la Troisième Armée était à court de ressources logistiques. La consommation de carburant dépassait les livraisons. Les stocks de munitions diminuaient. Les pièces de rechange pour les véhicules étaient rares, mais la réponse de Patton était toujours la même: continuer d'avancer, se nourrir des approvisionnements allemands capturés autant que possible, et s'occuper de la logistique plus tard. Il pensait qu'un arrêt pour reconstituer les approvisionnements donnerait aux Allemands le temps d'établir de nouvelles lignes de défense. Mieux valait maintenir la pression sur un ennemi en retraite, même si cela impliquait de prendre des risques calculés en matière de logistique. Paris tomba le 25 août aux mains des forces du général français Fippler. Mais c'est la percée de Patton qui a rendu la libération possible. L'impact psychologique fut immense. La libération de Paris prouva que les Alliés étaient en train de gagner, remonta le moral des Français et justifia les sacrifices du jour J. Mais sur le plan militaire, Paris créa de nouveaux problèmes. La ville nécessitait un approvisionnement immédiat en nourriture et le manque de carburant pour la population civile mettait à rude épreuve la logistique alliée. Et, maintenant que Paris était sécurisé, les dirigeants politiques et militaires commencèrent à se poser la question évidente: fallait-il marquer une pause pour consolider l'avancée avant de pénétrer en Allemagne même? Le 31 août 1944, la Troisième Armée de Patton atteignit la Meuse, près de Verdun et de Commerce, à seulement 48 kilomètres de la Moselle et de la frontière allemande. Son unité de base traversa la Meuse avant que les forces allemandes n'aient pu détruire les ponts, s'emparant d'un avantage crucial qui aurait dû permettre la poursuite d'une progression rapide. Patton apercevait au loin les fortifications de la ligne Siegfried. Avec un ravitaillement suffisant, ses forces auraient pu percer ses défenses avant que les Allemands ne puissent les déployer pleinement. L'occasion était extraordinaire, mais la réalité fut dévastatrice. La Troisième Armée était à court de carburant. Les chiffres racontaient une histoire brutale. Ce jour-là, le 31 août, la Troisième Armée reçut seulement 32 000 gallons de carburant, à peine de quoi faire parcourir 40 kilomètres à une seule division blindée. Patton en avait demandé 400 000. La quantité qu'il estimait lui permettre d'atteindre la frontière allemande et de percer la ligne Siegfried avant que les défenses ennemies ne puissent s'organiser était considérable. Le manque n'était pas d'un 18e de ce dont il avait besoin, comme certains récits l'ont affirmé par la suite, mais était en réalité insignifiant pour une armée qui consommait quotidiennement des centaines de milliers de gallons pendant sa progression à travers la France. La réaction de Patton fut caractéristique. Il appela le quartier général de Bradley pour exiger du carburant avec l'urgence d'un homme qui voyait la victoire lui échapper. Selon ceux qui entendirent la conversation, Patton dit à Bradley que ses hommes pouvaient manger leur ceinture de munitions, mais que ses chars avaient besoin d'essence. Il affirma que chaque jour de retard permettait aux Allemands de renforcer leur défense. Cet élan était la plus grande force de la Troisième Armée, et tout arrêt, à ce moment-là, coûterait des vies américaines plus tard, lorsque ces mêmes divisions allemandes devraient être de nouveau affrontées, depuis des positions préparées. La position de Bradley était plus complexe que Patton ne le reconnaissait. En tant que commandant du 12e groupe d'armée, Bradley contrôlait non seulement la Troisième Armée, mais aussi la Première Armée de Âge au nord. Les deux armées se disputaient les mêmes ressources limitées en progressant depuis la Normandie. Le commandant suprême Dwight Eisenhower avait pris une décision stratégique qui allait définir le reste de 1944. Il privilégiait une approche sur un large front plutôt que de concentrer toutes les ressources sur une seule offensive. Cela signifiait que les deux armées américaines et les forces britanniques
canadienne de Montgomery avanceraient ensemble, plutôt que de donner la priorité à une armée, tandis que les autres resteraient statiques. La décision reflétait des considérations à la fois militaires et politiques. Sur le plan militaire, Eisenhower craignait qu'une offensive ciblée en profondeur en Allemagne ne crée des flancs vulnérables permettant aux forces allemandes de contre-attaquer. Il avait vu l'offensive allemande d'Ardennes en mai 1940, presque coupée par des contre-attaques françaises menées sur les flancs, et il ne voulait pas renouveler ce risque. Sur le plan politique, Eisenhower devait gérer une alliance entre les forces américaines, britanniques et canadiennes. Fournir tout le ravitaillement à Patton aurait signifié stopper l'avancée de Montgomery, ce qui aurait créé des problèmes diplomatiques avec le gouvernement et l'armée britannique. Le commandement était en jeu, mais la réalité immédiate était plus simple. Il n'y avait pas assez de carburant pour soutenir l'avancée de tous. Simultanément, un choix s'imposait quant à la priorité pour les approvisionnements disponibles. Ce choix était pris au quartier général suprême des forces expéditionnaires alliées, et la réponse fut dévastatrice pour Patton. Le 21e groupe d'armée de Montgomery obtint la priorité pour l'opération Market Garden, le plan ambitieux visant à s'emparer des ponts sur le Rhin aux Pays-Bas et à ouvrir une route septentrionale vers l'Allemagne. La première armée de Hache reçut suffisamment de carburant pour maintenir la pression sur Aisne et la ligne de Siegfried au nord. La troisième armée devrait se contenter du reste. Bradley annonça la nouvelle à Patton en des termes compatissants, mais définitifs. Il comprenait la frustration de Patton, reconnaissait que la troisième armée avait l'opportunité de poursuivre une progression réussie, mais expliquait que la décision venait d'Eisenhower et reflétait des priorités stratégiques que Bradley n'avait pas le pouvoir de modifier. La conversation, reconstituée à partir des récits d'après-guerre et des entrées du journal de Patton, révéla la tension fondamentale au sein de la structure de commandement allié. Des opportunités tactiques exceptionnelles devaient être mises en balance avec la coordination stratégique et les réalités politiques. Les entrées du journal de Patton de cette période révèlent sa fureur. Il écrivit que la décision de stopper la troisième armée tout en donnant la priorité à Montgomery était criminelle. Il estimait que Montgomery était lent, prudent et peu susceptible d'obtenir des résultats significatifs avec les ressources qui lui étaient allouées. Patton calcula que ses propres forces étaient en mesure de percer la ligne Siegfried et de franchir le Rhin en quelques jours si elles disposaient de suffisamment de carburant. Il voyait l'opportunité gâchée pour des raisons politiques plutôt que par nécessité militaire. Mais Patton était également confronté à une réalité qu'il était moins enclin à reconnaître. Ses lignes de ravitaillement étaient véritablement saturées. Même s'il avait reçu le carburant demandé, maintenir une avancée profonde en Allemagne aurait nécessité un système logistique opérationnel qui n'existait tout simplement pas encore. Les installations portuaires de Bretagne que la troisième armée était censée prendre restaient sous contrôle allemand, ce qui nécessitait des sièges plus longs que prévu. Le Red Bull Express fonctionnait à pleine capacité, ne pouvait être augmenté de manière significative, sans que des véhicules soient prélevés sur les unités de combat. La réponse de Patton à l'ordre d'arrêt de Bradley a révélé la complexité de leur longue relation professionnelle. Ils avaient servi ensemble pendant des décennies, se respectaient mutuellement et comprenaient les forces et les faiblesses de l'autre. Fin août et début septembre 1944, cette relation fut mise à rude épreuve. Patton ne défia pas ouvertement les ordres de Bradley, ce qui aurait entraîné sa destitution. Au lieu de cela, il pratiqua ce que les historiens ont plus tard qualifié de coopération créative. Lorsqu'on lui ordonna de consolider et de stopper les opérations offensives, Patton interpréta la directive de la manière la plus agressive possible. Selon lui, la consolidation signifiait sécuriser les flancs et établir des têtes de pont sur les rivières. Des tâches qui exigeaient un mouvement continu, des opérations que d'autres auraient pu qualifier d'offensives. Il les requalifia en reconnaissance en force, permettant à la troisième armée de continuer à progresser. Le rythme ralentit, mais l'avancée ne s'arrêta jamais complètement. Patton s'appuya également sur sa méthode de la soupe de pierre, une tactique qu'il avait déjà utilisée lorsque l'état-major supérieur avait tenté de le freiner. Il
demandait l'approbation pour des actions limitées, puis les étendait progressivement. Une patrouille devenait une compagnie, un bataillon, jusqu'à ce qu'une tête de pont existe, nécessitant des renforts. Au moment où le commandement supérieur réagissait, la situation était déjà critique. Le terrain justifiait souvent la poursuite de l'opération. Bradley était pleinement conscient des agissements de Patton. Les témoignages d'officiers d'état-major et les mémoires d'après-guerre montrent que Bradley tentait de concilier l'encouragement de l'agressivité de Patton avec la réalité des ressources limitées et les directives stratégiques d'Eisenhower. Il autorisait Patton à exploiter les opportunités, mais précisait que les importantes allocations de ravitaillement ne permettraient pas de soutenir des offensives soutenues. Il s'agissait d'une liberté d'action dans un cadre contraint. L'exemple le plus significatif fut celui de la Moselle, début septembre. Alors que les ordres de Bradley exigeaient de tenir la rive ouest, Patton ordonna des traversées d'assaut immédiates près de Nancy et ailleurs. Il affirmait que les défenses allemandes étaient faibles et que tout retard entraînerait la perte de l'opportunité. Une fois les têtes de pont établies, Bradley choisit de ne pas les interrompre. Au contraire, il consolida le succès avec des sapeurs et du carburant en quantité limitée. Son approche caractéristique de la gestion de Patton. Ces gains eurent un prix. Les forces allemandes, renforcées pendant la pause ravitaillement, contre-attaquèrent avec vigueur. Les mais devinrent un obstacle incontournable et la 106e brigade blindée, nouvellement formée, frappa le flanc de la 3e armée à Aracor, entraînant de violents combats et épuisant des ressources précieuses. Patton estimait qu'une pression constante était préférable à laisser à l'ennemi le temps de se rétablir. Bradley était d'accord en principe, mais devait concilier ce point de vue avec la logistique alliée et des impératifs stratégiques plus larges. Il en résulta un compromis difficile. La 3e armée continua de combattre, mais à un rythme réduit. Les têtes de pont tinrent bon. Des offensives limitées se poursuivirent, mais les avancées fulgurantes d'où étaient terminées, non pas par manque de volonté de Patton, mais parce que la logistique ne pouvait plus les soutenir. À la mi-septembre 1944, la 3e armée ne menait plus la guerre rapide qui avait caractérisé le mois d'août. Les opérations se déplacèrent vers la région de l'Irène, dans le nord-est de la France, un terrain longtemps prêt pour la défense. Les forces allemandes, profitant du temps accordé par la crise du carburant allié pour se regrouper, établirent des positions fortes autour des villes fortifiées de Metz et Nancy. Ce que Patton pensait être une brève pause avant de reprendre l'offensive en Allemagne se transforma en une coûteuse campagne d'usure qui se prolongea jusqu'en novembre. Mais symbolisait le problème. Ces 43 forts en béton armé, modernisés après l'annexion allemande en 1870, formaient un réseau défensif interdépendant conçu pour résister à un siège. Le général Otto von Noblesdorff, commandant allemand, reconnut l'importance de Metz et ordonna de la conserver à tout prix. Contrairement aux points d'appui précédents, Metz était infranchissable. Son contrôle des points de passage de la Moselle et des routes environnantes signifiait que la laisser intacte menaçait les lignes de ravitaillement américaines. La forteresse dut être réduite, forçant Patton à recourir au type de guerre qu'il détestait, le